Comment on écrit un personnage faible sans le rendre ennuyant pour autant? Je veux dire, on est tous, moi le premier, fascinés par tous ces persos qui sont puissants et impressionnants. Et même sans aller sur le terrain de la puissance en fait, on est juste naturellement attiré par des persos qui sont profondément inspirants et motivants. Alors je me demande, comment on écrit un personnage qui est drastiquement opposé à tout ça? Salam les refs, bien, moi c'est Jixtro et aujourd'hui j'avais envie de m'éloigner un peu de la hype pour vous parler de faiblesse et de lâcheté. Je vais principalement me concentrer sur Rachel et Matahashi, mais vous inquiétez pas, y a pas besoin d'avoir fait Tower of God ou Vagabond pour comprendre la vidéo. L'idée c'est vraiment de plonger au cœur de leurs propos et avec un peu de chance, je vous donnerai carrément envie de commencer les deux œuvres. Bref, sur ce, place à la vidéo. Ok, alors d'habitude ici, c'est la partie où je vous présente l'archétype, pour que vous compreniez de qui je veux parler. Mais là, il n'y a pas grand chose à dire. À mon sens, l'idée principale que vous devez garder en tête, c'est qu'on va parler de personnages qui sont très ambitieux, mais qui n'ont pas les capacités nécessaires pour atteindre cette ambition. Donc ils vont être obligés de compenser ce manque par des moyens détournés et généralement peu honorables, histoire de quand même pouvoir atteindre leur ambition. Du coup, pendant leur parcours, on va voir comment ils font face à leurs propres faiblesses et insécurités. Perso, c'est un archétype qui me plaît énormément, mais je sais que souvent ce sont des personnages qui sont très peu appréciés. Et j'avoue, ça me gêne un peu parce que je trouve ça trop injuste pour eux. Donc voilà, j'ai décidé de les mettre à l'honneur dans cette vidéo pour vous montrer en quoi la faiblesse peut être intéressante à raconter. Bien, pour commencer, parlons de Honiden Matahashi, le vilain petit canard de Vagabond. Je l'appelle comme ça parce que c'est clairement le troisième perso le plus important dans l'œuvre, après Musashi et Kojiro. Pourtant, il est à des années-lumière de la force de ces deux-là. Et pas que ces deux-là en fait, tout au long du manga, comme on suit Musashi dans sa quête pour devenir le samouraï le plus fort de tout le Japon. On croise forcément une tonne de persos combattants. Et bah, sans déconner, je crois que Matahashi, c'est le samouraï le plus faible de tout le manga. Carrément, il y a des retraités qui payent pas de mine, mais je suis sûr que même eux lui mettent misère. C'est dire à quel point il est à la ramasse. Après, vous me direz, ok, il est faible, mais c'est pas la fin du monde. Et en soi, je suis d'accord avec vous, hein. Mais le problème, c'est que lui, il est pas d'accord avec nous. Parce qu'à la base, son rêve, c'est le même que celui de Musashi. Ils étaient meilleurs amis d'enfance et ils voulaient tous les deux devenir le samouraï le plus fort du Japon. Du coup, sa faiblesse lui pèse forcément sur la conscience. D'ailleurs, sa relation avec Musashi, c'est vraiment du caviar qu'Inoue nous a servi. Genre, je pense que si Matahashi devait aller voir un psy, par hasard, hein, imaginez la scène, eh ben, il parlerait de Musashi dans les 5 premières minutes. Facile. Le pire, c'est que Musashi lui a jamais rien fait de mal, hein. Enfin, si, mais pas vraiment non plus. En fait, plus on avance dans l'histoire, et plus Musashi devient fort, en construisant sa renommée à travers tout le Japon. Sauf que, plus on avance dans l'histoire, et plus on voit aussi Matahashi stagner en répétant encore et toujours les mêmes erreurs. Ce qui va le conduire inévitablement à jalouser Musashi en développant un vrai ressentiment à son égard. Matahashi ne supportait pas l'idée que son meilleur ami d'enfance soit devenu tout ce que lui voulait être. Pourquoi lui et pas moi? Voilà ce qu'il se disait sans trouver de réponse. Ok, mais de notre point de vue de lecteur, la réponse à cette question, en fait, elle nous paraît évidente. Musashi et Matahashi n'abordent tout simplement pas la vie de la même façon. Et c'est même pas un truc hyper complexe qui se cache derrière, hein. C'est juste que quand une épreuve se présente à eux, le premier choisit d'y faire face, tandis que le second choisit de fuir. Du coup, forcément, vu que la vie c'est juste une succession d'épreuves, bah très vite il y a un gouffre énorme qui se creuse entre eux. Pendant que Musashi progresse vers son objectif, Matahashi, lui, reste dans sa zone de confort. Il y a vraiment des exemples hilarants de ce phénomène. Typiquement, au début du manga, quand ils traînent encore ensemble, ils se font prendre en embuscade à un moment, et genre, pendant que Musashi est en train de combattre pour sa vie, on voit Matahashi qui s'était déjà enfui, en train de se faire plaisir avec une fille. Et dites-vous que la cerise sur le gâteau, c'est qu'il était marié. Donc en une seule scène, Matahashi réussit l'exploit d'abandonner son meilleur ami en le laissant combattre tout seul, et celui de tromper sa femme. Franchement, chapeau l'artiste, hein. Après, il a le culot de s'étonner de pas progresser, sans même réaliser qu'en fait, il a jamais rien fait pour, parce qu'il a toujours privilégié la voie de la facilité. À la moindre tentation qui se présente à lui, il cède au plaisir et plonge sans lutter contre ses démons. Il n'a littéralement aucune discipline. Du coup, c'est pas une surprise de voir qu'il passe son temps à boire ou avec des prostituées. Il a peut-être des rêves et des ambitions, mais absolument aucune volonté réelle de les accomplir. À ses yeux, c'est juste une chimère qu'il voit au loin, mais pas quelque chose qu'il pense sincèrement pouvoir atteindre. En tout cas, pas tant qu'il sera Matahashi. Parce que, ouais, quand le frérot commence à sentir qu'il a peut-être foiré sa vie, il se dit qu'un bon moyen de corriger ça, c'est de se faire passer pour quelqu'un d'autre, en s'accaparant toute sa gloire et ses mérites.
Perso, c'est un de mes moments préférés parce qu'il symbolise tout ce qui va mal chez lui. Déjà, encore une fois, on voit qu'il choisit la facilité. Genre, au lieu de reprendre sa vie en main correctement, il préfère fuir son ancienne identité, alors que c'était juste la résultante de tous ses choix, pour aller prendre celle de quelqu'un d'autre. Mais c'est évident que ça va rien changer parce qu'il est encore pourri de l'intérieur. Par contre, ça nous montre quand même qu'il a une certaine lucidité. Dans le sens où il a pris au moins conscience que sa vie n'était pas du tout ce qu'il désirait. Mais bon, on est à des années-lumière d'un état d'esprit qu'on pourrait qualifier de sain. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même revenir sur tout ce que je viens de dire parce que, sincèrement, j'ai jamais lu une aussi bonne représentation de ce genre de personnage. Je le trouve tellement, mais tellement humain. Genre, ouais, il est pas là où il voudrait être et il a pas le courage de prendre les décisions qui l'amèneront sur le bon chemin. Du coup, il se réfugie dans la facilité et dans sa zone de confort, ce qui ne fait qu'accroître le décalage entre la personne qu'il veut être et la personne qu'il est réellement. Je vais me répéter, mais c'est vraiment profondément humain comme sensation. C'est tellement sensible et précis au niveau écriture que ça pourrait s'appliquer à n'importe qui. On a déjà tous vécu une situation similaire où on n'était pas là où on voudrait être dans la vie, et Masahashi nous montre ce que ça donne quand cette situation s'aggrave de jour en jour. Et c'est d'autant plus impactant avec lui parce qu'on est dans un manga de samouraï, au prime du Bushido qui plus est. Donc on est pile dans cet univers qu'on fantasme tous comme étant le summum de l'honneur et des valeurs. Alors évidemment que dans ce contexte, Masahashi ne peut que dénoter. Pendant qu'il passe son temps à fuir, on voit des persos mettre leur vie en jeu pour prouver leur valeur. Pendant qu'il passe son temps à mentir et briser sa parole, on voit des persos remuer ciel et terre pour préserver leur honneur. Il a été écrit pour faire tâche et pour nous frustrer. Il est un anti-héros par excellence. Rien chez lui n'est supposé nous motiver ou nous donner confiance en nous. Non, ça c'est le rôle qui nous est donné à Musashi. Masahashi, lui, il existe comme un reflet de ce que l'humain peut donner quand il se laisse aller à la complaisance et qu'il fuit sans cesse ses responsabilités. Ce que je trouve le plus fort, c'est qu'à aucun moment Inoue n'a cherché à en faire un type méchant. Malgré tous ses défauts et les souffrances que ça va lui engendrer, Masahashi reste une personne correcte, entre guillemets. Et si je trouve ça fort, c'est parce que l'auteur autorise la nuance. Il ne caricature pas son perso en le faisant devenir un antagoniste grossier. Tout du long, il restera un perso qui combat sa propre faiblesse. Ok, alors j'ai beaucoup parlé de ses défauts, mais il finit quand même par avoir une certaine rédemption, notamment grâce à la relation qu'il développe avec sa mère. Et ça aussi, je trouve ça beau comme message, parce qu'encore une fois, Inoue laisse la porte ouverte au changement. C'est quelque chose qui saute aux yeux quand on voit le parcours de Musashi, mais on tend à trop invisibiliser celui de Masahashi, alors que lui aussi change et évolue au cours de l'histoire. C'est pas une progression linéaire, loin de là, il y a énormément d'échecs et de frustrations dans son parcours. On a souvent l'impression de tourner en rond, tellement il répète sans cesse certaines erreurs. Pourtant, petit à petit, il finit par apprendre et à se corriger. Donc, même s'il ne deviendra jamais le samouraï le plus fort de tout le Japon, c'est indéniable que Masahashi devient à minima une meilleure personne. Bien, maintenant parlons de Rachel dans Tower of God. Alors, l'intrigue de l'œuvre en elle-même est infiniment plus complexe que Vagabond, mais en vrai, on s'en fout un peu de ça. Ce que vous devez savoir, c'est que l'histoire se passe dans une tour, et l'objectif des persos, c'est de monter le plus haut possible dans la tour. Le détail important, c'est que chaque étage de la tour fonctionne un peu comme son propre monde, donc je vous laisse imaginer toutes les possibilités que ça offre au niveau narratif. Et du coup, dans tout ce bourbier, Rachel, elle rêve de voir le ciel. Je sais, ça sonne comme une vanne, mais je vous promets, ça ne l'est pas du tout. En fait, quand elle dit vouloir voir le ciel, elle fait référence au vrai ciel qu'il y a au-delà de la tour. Parce que sinon, chaque étage a son propre ciel, mais c'est pas ça qui l'intéresse. Et je pense vraiment que la plus grande force du personnage, c'est justement le fait de lui avoir donné un rêve aussi simple, mais en même temps aussi parlant. En fin de compte, c'est juste une gamine qui veut plus de liberté, et surtout qui ne veut plus se sentir étouffée par cette tour. D'ailleurs, je trouve que son rêve est tellement pur et innocent que ça devrait limite être celui d'un protagoniste. Mais pourtant, c'est pas le cas. Parce que, ouais, Rachel est une antagoniste, et il n'y a même pas vraiment d'ambiguïté là-dessus. Elle s'oppose à Bam, le protagoniste, à tous les points de vue. Mais ce qui rend cette opposition si particulière, c'est qu'elle implique deux persos qui ne sont absolument pas dans la même sphère de puissance. D'un côté, on a Bam, qui a le potentiel de devenir un des êtres les plus puissants de la tour, et de l'autre, on a Rachel, qui est juste, normale. C'est même pire que ça, en fait, elle est carrément en dessous de la moyenne. Elle est pas forte au combat rapproché ni à distance, elle n'est pas particulièrement forte en stratégie, et c'est pas non plus comme si elle savait manipuler les gens pour leur faire faire ce qu'elle voulait. Elle est atrocement banale, et normalement, un perso comme elle, ça doit jamais dépasser les 5 premiers étages de la tour. Et encore, là je suis gentil quand je vous dis 5, parce qu'en vrai, elle aurait même pu mourir dès le premier étage. Alors, comment un perso qui est faible à l'échelle de son univers peut espérer réaliser ce que personne n'a jamais fait? En théorie, ça devrait être impossible. Mais là où elle se différencie énormément de Masahashi, qui fuyait constamment à la moindre épreuve ou confrontation, c'est que Rachel décide dès le début de prendre son destin en main. On a vu qu'elle ne manquait pas d'ambition, mais en réalité, sa vraie force réside dans sa détermination. Elle est résolue à voir les étoiles du ciel extérieur.
Encore une fois, cette détermination est normalement un trait réservé au protagoniste. Mais c'est bien ça tout l'intérêt du perso. Qu'est-ce que ça donne si on prend un protagoniste de shonen classique avec un rêve démesuré et une détermination à toute épreuve, mais qu'on ne lui donne aucune puissance pour accomplir ce rêve? Eh ben, il va se démerder pour trouver d'autres moyens d'atteindre son objectif. C'est ça qui fait de Rachel un perso si frustrant. Elle ne devrait pas être aussi haut dans la tour, pourtant, elle l'est, parce qu'elle réussit à s'allier aux bonnes personnes, au bon moment, parce qu'elle réussit à mettre les mains sur des objets précieux qui lui donnent matière à négocier, parce qu'elle n'hésite pas aussi à trahir ses amis, s'il le faut. En bref, elle est prête à tout, sans aucune barrière morale ou éthique. La seule chose qui compte à ses yeux, c'est de voir ce fichu ciel étoilé. Et je suis désolé, mais je peux pas m'empêcher de trouver ça fascinant parce que malgré toutes les crasses et les dingueries qu'elle a pu faire, je reste impressionné par sa détermination à atteindre son rêve. Alors que fondamentalement, les seules armes dont elle dispose, c'est sa volonté de mentir et sa facilité à trahir. Pourtant, on voit que c'est quelque chose qu'elle a du mal à accepter, parce qu'en vrai, elle aurait aimé, elle, être forte comme Bam pour pouvoir atteindre le sommet de la tour sans jamais salir les mains. Mais elle ne l'est pas, et elle doit faire avec. Et je crois que c'est précisément ce truc que je préfère dans leur relation. En fait, ici, Bam, c'est le privilégié qui a toutes les facilités du monde, alors que Rachel n'a rien, ni personne pour l'accompagner. Donc forcément, elle passe pour la méchante. Mais si on se pose 2 secondes, c'était quoi son alternative en vrai ? D'ailleurs, pour bien accentuer le caractère défavorisé de Rachel, l'auteur va aussi la rendre moins belle que la moyenne. On pourrait croire que c'est anodin comme détail, mais je vous assure que c'est un élément essentiel au propos du personnage. Parce que, d'un côté, ça donne un désavantage supplémentaire à Rachel, vu qu'elle ne peut pas utiliser son physique pour s'attirer la sympathie de qui que ce soit, et, de l'autre, ça renforce ses insécurités, étant donné qu'elle a énormément de mal à s'apprécier en tant que personne. Et justement, tiens, en parlant de ça, à un moment donné dans l'histoire, elle va avoir l'occasion de se créer un avatar virtuel, et un peu comme Matahashi qui avait décidé de voler l'identité de quelqu'un d'autre parce qu'il n'aimait pas ce qu'il était devenu, Rachel va créer un avatar complètement différent de sa personne, à l'image de celle qu'elle aurait voulu être. Elle déteste son corps, son physique et les limitations que ça amène. Du coup, à la première occasion qu'elle a, elle s'en débarrasse. On se retrouve donc avec un perso qui a différents niveaux de complexité. Au début, on a l'impression que c'est juste une merde humaine, puis on commence à comprendre qu'en fait, derrière ses actes, il y a surtout le rêve innocent d'une gamine, et enfin, on se met à réaliser que toutes les atrocités qu'elle commet lui pèsent réellement sur la conscience et la font complexer sur son identité. Et c'est peut-être mon excès d'empathie qui veut ça, mais je crois que peu importe ce qu'elle fera dans la suite de l'histoire, je me résoudrai jamais à la voir comme quelqu'un de méchant. Elle fait des actions horribles, ça je le nierai jamais, mais derrière ses agissements, il y a surtout une impuissance qu'elle est incapable de combler. Ok, donc là on a traité du propos des personnages individuellement. Alors maintenant j'avais envie de prendre un peu de hauteur pour m'intéresser à l'archétype dans son ensemble. La première chose qu'on a vue, c'est que ces personnages étaient construits en opposition aux protagonistes, que ce soit Matahashi avec Musashi ou Rachel avec Bam. Dans le cas de Vagabond, cette construction nous montre le personnage faible comme un échec, mais dans le cas de Tower of God, c'est un peu plus compliqué. Rachel ne nous est pas présentée comme une version ratée de Bam, parce que les avantages qu'il a sur elle ne sont pas de son ressort. En fait, leur opposition, c'est une sorte de réinterprétation bizarre de David contre Goliath, où David n'est plus le protagoniste, mais bien l'antagoniste. In fine, chacune des 2 œuvres apporte une perspective radicalement différente. D'ailleurs, c'est peut-être le moment de vous parler de Miyamoto dans Ascension. Son cas ressemble pas mal à celui de Matahashi, mais là où le bas blesse à mon sens, c'est qu'on le voit trop peu. L'auteur se focalise tellement sur Mori que l'impact de l'échec de Miyamoto est amoindri. Là où dans Vagabond, on voit qu'Inoue prend le temps de raconter l'évolution de Matahashi en même temps que celle de Musashi. Du coup, même si ça peut sembler frustrant à la première lecture, c'est en fait hyper important au propos du manga. Et justement, ce qui rend ces personnages si importants dans leur récit, c'est qu'ils permettent, chacun à leur manière, une nuance par rapport à l'épopée du protagoniste. On est tellement habitué à voir des personnages forts, honorables, valeureux, qu'on en oublierait presque que l'humain est plus complexe que ça. Parfois, l'humain est faible, il est lâche, il ment, il trahit, il fuit, bref, l'humain n'est pas parfait, et ces personnages nous forcent à confronter nos propres défauts. Ce qui est, à mon sens, précisément la raison qui les rend si frustrants et détestés. Consciemment ou pas, on reconnaît certains de nos traits de personnalité en eux. Sauf que, y a rien de bien à voir ces défauts montrés en 4K. On s'identifiera toujours plus volontiers à des héros classiques qui nous montrent nos qualités, ou du moins celles qu'on aimerait avoir. Pourtant, il suffit de regarder le monde dehors pour voir à quel point le propos de Matahashi et Rachel est universel. Ils existent partout autour de nous, et parfois même, ils existent à l'intérieur de nous. Le manque d'estime de soi et d'amour-propre, la fuite de responsabilité, la complaisance dans la zone de confort, tous ces traits négatifs sont des choses qui peuvent nous toucher à un moment ou à un autre dans notre vie. C'est pour ça que c'est important de les raconter sans chercher à les romantiser. Ils sont ce qu'ils sont, des défauts qu'il faut chercher à corriger. Ok, juste avant de finir, j'aimerais parler rapidement d'Usopp, parce que mine de rien, il correspond pas mal à l'archétype que je traîne dans la vidéo.
Maintenant, j'ai quand même un problème avec lui. Enfin, c'est même un truc général à propos de One Piece en fait. Parce que, à mes yeux, Oda va pas assez loin dans l'exploitation de son idée. Alors oui, on peut tirer nos propres conclusions et j'aurais pu faire un laïus de 5 minutes sur son propos. Mais la vérité, c'est que c'est juste une version médiocre et comique de Matahashi. Le seul moment où Oda a vraiment pris le temps de développer cet aspect du SOP, c'est à Water 7. Et c'est pas pour rien que son combat contre Luffy, c'est mon combat préféré de tout One Piece. Mais voilà, à part cette fulgurance, j'ai l'impression que le perso et sa thématique ont été largement sous-traités. Après bon, c'est le revers de la médaille avec One Piece. Comme il y a 1 milliard de persos à développer en même temps, il y aura forcément plein d'éléments qui resteront en surface. Alors, histoire de conclure mon propos maintenant, on a vu que pour bien écrire ce genre de personnage, il fallait puiser l'inspiration au sein même des faiblesses et des insécurités. C'est en assumant entièrement ces dernières qu'un auteur va pouvoir les exploiter pour en tirer le plein potentiel et raconter quelque chose de pertinent. Avec Matahashi, on a vu que sa faiblesse et sa lâcheté l'avaient conduit à terme vers une certaine forme de rédemption, tandis qu'avec Rachel, on a pu constater qu'elle avait fait de cette faiblesse une force pour continuer d'avancer vers l'accomplissement de son rêve. Et malgré toute la frustration qu'ils peuvent engendrer lorsqu'on lit leurs œuvres, ils sont indispensables à son propos pour la nuance qu'ils offrent. D'ailleurs, si vous arrivez toujours pas à apprécier un tant soit peu ces persos, demandez-vous si en réalité c'est pas une partie de vous-même que vous êtes en train de détester. Bref, c'était tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, si c'est le cas, un petit like, un petit commentaire et abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir. Inch'Allah, on va essayer de viser les 10K pour 2027, soyons fous hein. Sur ce, c'était le Strauss, merci d'avoir regardé et à la prochaine.